Bonjour, chers élèves. On se revoit aujourd'hui pour continuer ici une leçon sur la géométrie de l'espace. Parce que la fois dernière, c'était une introduction à la géométrie de l'espace qu'on avait faite concernant les positions relatives de droite, positions relatives de droite et de plan, positions relatives de plan. Maintenant, ici, on va parler des pyramides et de cônes. Donc, c'est le titre de notre leçon ici, pyramide de cônes pour la classe de troisième. Mais grand 1, on parle de pyramide. Petite présentation. Effectivement, c'est une présentation qu'on fait ici, ce n'est pas une définition. On ne dit pas ce que c'est une pyramide, mais on la présente, autrement dit, à partir de ce qu'on a écrit, on reconnaît une pyramide. La définition, c'est pour après, pour les classes ultérieures. Mais donc, on a dit qu'une pyramide est un solide, il peut être plein, comme il peut être creux. Donc, est un solide ayant des faces latérales qui sont sur les côtés. Hein. Donc, les faces latérales qui sont des triangles. Ces faces latérales, ce sont des triangles. Et tous ces triangles ont en commun un sommet. Tous ces triangles qui sont sur les côtés ont en commun un côté. Et ce côté ont en commun plutôt un sommet, excusez-moi, ont en commun un sommet. Et ce sommet-là, que ces triangles, qui sont les faces latérales de la pyramide, ont en commun, ce sommet, que les faces latérales, qui constituent les triangles qui sont sur les faces latérales, ont en commun, ce sommet-là, c'est le sommet de la pyramide aussi. C'est le sommet de la pyramide. Et maintenant, il y a un autre polygone qui constitue la base de cette pyramide. Ici, par exemple, pour la pyramide qui est là au tableau, bon, on peut l'appeler SAB, le sommet, on commence par le sommet, SABCD. C'est la pyramide. Hein. Elle a 4 faces latérales, qui sont des triangles, qui ont toutes en commun le sommet S de la pyramide. Et maintenant, ici, elle a une base qui est un polygone qui a 4 côtés. C'est un polygone de 4 côtés. Le nombre de côtés du polygone de base est égal au nombre de faces latérales de la pyramide. Et ce qu'on a, donc ici, le nombre de côtés est égal au le nombre de côtés du polygone de base est égal au nombre de faces latérales de la pyramide. Et donc voilà pour la présentation. Maintenant, petit 2, on nous a dit hauteur. Quelle hauteur? La hauteur de la pyramide. Hein? Donc, on dit que la hauteur de la pyramide est la droite passant par le sommet de la pyramide et qui est perpendiculaire au plan du polygone de base. Le polygone de base, il est inscrit dans un plan, il est inclus dans un plan. Maintenant, la hauteur de la pyramide, elle passe par le sommet de la pyramide et elle est perpendiculaire au plan du polygone de base. C'est ce qu'on entend par hauteur de la pyramide. 3, aire latérale de la pyramide. L'aire latérale de la pyramide est égale à la somme des aires de chacun des triangles qui constituent la face latérale de la pyramide. La face latérale de la pyramide, elle est constituée ici de triangles. Chacun de ces triangles a une aire. Si on fait la somme des aires de tous ces triangles, on a l'aire latérale de la pyramide. Ensuite, 4, aire totale de la pyramide. Pour obtenir l'aire totale de la pyramide, on nous dit ici, l'aire totale de la pyramide, c'est égal à la somme de l'aire latérale de la pyramide et de l'aire du polygone qui constitue la base de la pyramide. Donc, l'aire totale, c'est une somme de 2 aires. L'une des aires, c'est l'aire latérale, dont on a parlé précédemment, et l'autre aire, c'est l'aire du polygone de base. L'aire étant bien entendu, depuis la 6e, on l'a dit, c'est la mesure de la surface. C'est la mesure d'une surface. C'est un nombre positif. Donc voilà pour l'aire totale de la pyramide. Hein. Maintenant, petit 5, volume de la pyramide. Le volume de la pyramide, ici on donne la formule sans commentaire. Hein, parce que la démonstration, c'est pour la classe supérieure. Le volume de la pyramide s'obtient en faisant le produit de la hauteur de la pyramide dont nous avons parlé précédemment, par l'aire de la base de la pyramide, l'aire de la base qui est l'aire du polygone de base de la pyramide. Ce produit, donc on a fait hauteur fois aire de la base de la pyramide multiplié par 1 tiers.
Donc le volume est égal à 1 tiers fois hauteur de la pyramide fois R de base de la pyramide. Donc le volume de la pyramide s'obtient en faisant le produit de la hauteur de la pyramide par l'aire de la base de la pyramide, ce produit qu'on multiplie par un tiers. Voilà l'aire, le volume plutôt de la pyramide. 6. Pyramide régulière. Mais avant de vous parler de la pyramide régulière, on fait ici un rappel. 6.1, le premier point du petit 6, c'est le polygone régulier. Et pourquoi on parle de polygone régulier? C'est parce qu'on en a besoin pour parler de la pyramide régulière. Le polygone régulier, on vous en a parlé en classe de 4e. On vous a dit qu'un polygone régulier, la définition, un polygone régulier, c'est un polygone qui a tous ses côtés qui ont la même longueur et qui a tous ses angles qui ont la même mesure. Donc, par exemple, le triangle équilatéral, il a tous ses côtés qui ont la même longueur et tous ses angles mesurent 100 degrés. Le carré aussi a tous ses côtés qui ont la même longueur et tous ses angles qui mesurent chacun 90 degrés. Donc c'est aussi un polygone régulier, le carré. Mais attention, le losange n'est pas un polygone régulier parce que le losange, d'accord, il a tous ses 4 côtés qui ont la même longueur, mais ses angles n'ont pas la même mesure. Le losange n'est pas un polygone régulier, tandis que le carré est un polygone régulier. Mais pour les autres, on vous a dit qu'on désigne par pentagone régulier, par hexagone régulier, etc. Heptagone régulier lorsqu'on a 7 côtés, octogone régulier lorsqu'on en a 8, nonagone régulier lorsqu'on en a 9. Ensuite, décagone pour 10, un décagone pour 11, dodécagone, etc. pour 12. Le décagone régulier. Et maintenant, donc je reprends en disant qu'un polygone régulier, c'est un polygone dont tous les côtés ont la même mesure, même longueur et dont tous les angles ont la même mesure. Il y a deux choses, deux conditions. Les côtés ont la même longueur et les angles ont la même mesure dans un polygone régulier. Maintenant, si n, petit n désignant un entier naturel, si petit n est le nombre de côtés d'un polygone régulier, alors la somme des angles, la somme de tous les angles de ce polygone régulier vaut, parenthèse n-2, multiplié par 180 degrés. Ça, c'est la somme de tous les angles du polygone régulier. Prenez le triangle équilatéral. N, si n, donc n vaut 3 dans ce cas. 3 moins 2, c'est 1. 1 fois 180 degrés, puisque l'élément de la multiplication, ça fait 180 degrés. Et vous savez, dans un triangle équilatéral, on a 3 angles qui mesurent 60 degrés. 3 fois 60 degrés, ça fait 180 degrés. Et maintenant, chacun des angles de ce polygone régulier, chaque angle de ce polygone régulier va mesurer la somme des angles du polygone régulier divisé par le nombre de sommets. Le nombre de sommets étant égal au nombre de côtés, ça fait donc n-2 fois 180 degrés. Le tout divisé par n. Donc ce qu'on a écrit ici, donc chaque angle, dans ce cas, mesure, ce polygone régulier, mesure n-2 fois 180 degrés sur n. Si par exemple vous avez le pentagone régulier qui a donc 5 côtés, n c'est 5, 5 moins 2 ça fait 3, 3 fois 180 degrés sur 5. 3 fois 180 degrés sur 5. Bien, 180 degrés divisé par 5, 18 divisé par 5, ça fait 36. 36 fois 3, ça te fait 108 degrés. 108 degrés. 3 fois 6, 18, 3 fois 3, 9 et 1, 10. Et donc voilà donc deux formules dont on a besoin pour pouvoir calculer les angles, la mesure de chacun des angles d'un polygone régulier. Et il y a aussi, on vous a dit, dans un polygone régulier, chaque côté d'un polygone intercepte un angle au centre, autrement dit un angle qui a pour sommet le centre du cercle circonscrit. Cercle passant par les sommets, tous les sommets du polygone régulier. Donc si on l'appelle O par exemple, on vous a dit par exemple, si AB est un côté du polygone régulier, l'angle AOB, donc l'angle au centre intercepté par chaque côté d'un polygone régulier est égal à 360 degrés divisé par le nombre de côtés. 360 degrés sur n. Par exemple, si c'est le triangle équilatéral, ce sera 360 degrés sur 3. Ça fait 120 degrés. Si c'est le carré, ce sera 360 degrés sur 4. Ça fait 90 degrés, l'angle au centre. Si c'est un pentagone régulier, 360 degrés sur 5. D'accord, ce sera 112 degrés. Si c'est l'hexagone régulier, ce sera 360 degrés sur 6. Ça fait 60 degrés. L'angle au centre d'un hexagone régulier. Mais maintenant, on en vient au deuxième point du petit 6. 6.2 maintenant, on parle de la pyramide régulière. La pyramide régulière, c'est quoi? La pyramide régulière, on nous dit, c'est une pyramide, d'accord, dont la base est un polygone régulier. Et, il y a deux conditions, hein. La base est un polygone régulier, ça ne suffit pas pour qu'on ait un polygone régulier. Il faut que la base soit un polygone régulier, et que la hauteur de la pyramide passe par le centre de la base.
Donc ici, la base par exemple est un carré. La hauteur de cette pyramide va passer par le centre de la base, le centre du polygone régulier de base. Ce sont ces deux conditions qu'on a pour avoir une pyramide régulière. La base doit être un polygone régulier et la hauteur de la pyramide régulière. La pyramide doit passer par le centre de la base. Autrement dit, le centre du cercle circonscrit, là-bas. Bien, maintenant, 6.3, la remarque qu'on fait, c'est que dans une pyramide régulière, toutes les faces latérales, chaque face latérale est un triangle, toutes les faces latérales sont des triangles isocèles superposables. Dans une pyramide régulière, toutes les faces latérales sont des triangles isocèles superposables. Donc, autrement dit, ce sont des triangles isocèles qui ont la même aire. Bien, grand 2 maintenant, cône de révolution. Petit 1, présentation. On dit aussi un cône de révolution, c'est un solide, hein? C'est une présentation qu'on fait ici, ce n'est pas une définition. Un cône de révolution est un solide ayant pour base un disque. Un disque ici, on a mis par exemple dans le figure un disque de centre et de rayon R. Et pour face latérale, une portion de disque. Portion, ça veut dire partie de. Ce n'est pas tout un disque, mais c'est une portion de disque, une partie d'un disque. C'est ça la face latérale du cône de révolution. Bien, cette portion de disque, son centre, la portion du disque formant la face latérale, son centre, autrement dit le centre de ce disque, est constitué ici le sommet du cône. Et l'autre condition, il y a 3 conditions ici dans la présentation. L'autre condition, c'est que la hauteur du cône de révolution, elle passe par le sommet de la face latérale, donc le centre du disque formant la face latérale, et par le centre du disque de base. Donc 3 choses. Un cône de révolution, c'est un cône dont la base est un disque de rayon R, dont la face latérale est une portion de disque et dont la hauteur passe par le centre, le sommet du cône, et par aussi le centre du cercle, bien du disque de base. Maintenant, le rayon du disque qui constitue la portion de disque formant la face latérale est appelé, nommé ici par petit g, qui est la première lettre du mot génératrice. Donc ici par exemple, SA étant un rayon de la portion de disque formant la face latérale, SA est une génératrice du cône. Ici, OA est un rayon du disque de base. Maintenant, SO est la hauteur. Ici, on va dire donc que, par exemple, G au carré, d'après le théorème pythagorien, G au carré est égal à SO au carré plus OA au carré. Mais SO au carré, c'est H au carré. OA au carré, c'est R au carré. Donc, le carré de la génératrice est égal à la somme du carré de la hauteur du cône de révolution et du carré du rayon du disque de base. Voilà. Bien, donc ici, maintenant on s'intéresse à l'aire latérale du cône de révolution. Bien, si on a bien retenu la présentation du cône de révolution, on a dit que la face latérale du cône de révolution, c'est une portion de disque de rayon G. G qu'on appelait génératrice. Donc c'est une portion de disque, une partie d'un disque, c'est pas tout un disque, c'est une partie d'un disque. Tout le disque, on continuerait jusque là. S c'est le centre. Ça, ce n'est qu'une partie. Si on voulait continuer un tracé, on peut dire tout ça. Donc c'est une portion du disque de rayon G. Et cette portion, mais le disque de rayon G, lui, depuis l'école primaire, vous savez que c'est pi fois G au carré, son aire. L'aire de tout le disque de rayon G, c'est pi fois G au carré. Mais, attention, l'aire latérale, ce n'est pas tout le disque de rayon G, mais c'est une portion de ce disque. Quelle portion? C'est une portion que va nous aider à trouver la longueur de l'arc de cercle. Parce que nous savons que l'aire d'une portion de disque est proportionnelle aussi à la longueur de l'arc de cercle, décrit par cette portion de disque, l'arc de cercle ici AB. Mais l'arc de cercle AB, c'est égal au périmètre du cercle de base, donc du cercle de rayon R. Donc, c'est pourquoi ici on a trouvé 2πr. Le périmètre du cercle, c'est 2π, mais comme le cercle de base, son rayon c'est R,
c'est 2πr. Donc, on sait que pour 2πg, 2πg, ce serait, si on avait 2πg, ce serait le périmètre de tout le cercle de rayon G. Donc, à 2πg correspondent, nous savons, l'aire de ce disque qui est πg au carré. Mais ici, c'est seulement 2πr que nous avons comme portion de ce disque, comme portion de ce cercle de rayon G. Donc, ici, on a 2πr. À 2πr, quelle est l'aire qui va lui correspondre? Ben, on a fait une règle de 3. 2πr fois πg carré, le tout divisé par 2πg. C'est ce qu'on a ici. Donc 2πr fois πg carré, 2πr fois πg carré divisé par 2πg. Maintenant, ici, sachant que, donc j'ai dit que l'arc de cercle AB a pour longueur 2πr. Pourquoi? Parce que AB c'est le périmètre du cercle de base. Et le cercle de base a pour rayon R, donc le périmètre d'un cercle c'est 2πr. C'est pourquoi donc AB, qui correspond à la longueur au périmètre du cercle de base, c'est 2πr, mais aussi de A à B, on a fait le tour de A à B, A à plutôt, c'est AA que j'ai dû le mettre ici, c'est pas AB, excusez-moi, hein. AA plutôt que AB, c'est AA parce qu'AB c'est un diamètre, AA, autant pour moi, hein. AA, parce qu'on fait le tour, le cercle de base il fait le tour de toute la longueur de la génératrice. Et donc ça fait 2πr, c'est la longueur AA, de A à A, c'est le périmètre du cercle de base, ça fait 2πr. Donc 2πr correspond donc à combien? Bon, en fait, notre règle de 3, 2πr fois πg carré sur 2πg. En divisant par 2πg, parce qu'il y a 2π au numérateur et 2π au dénominateur, il y a g au carré c'est g fois g. Donc g fois g, on simplifie donc par 2πg, il restera donc g ici, donc r ici et pi ici, ça fait donc pi rg. Voici donc l'aire latérale du cône, d'un cône de révolution. Donc l'aire de sa face latérale. L'aire latérale de la portion de disque qui constitue la face latérale du cône de révolution, c'est pi rg. R est le rayon du cercle de base, G est le rayon de la portion de disque qui constitue l'aire latérale, donc la génératrice qui joue autant pour moi. Donc c'est pi rg, l'aire latérale. Maintenant l'aire totale, bien entendu, c'est l'aire latérale, comme avec la pyramide, c'est la somme de l'aire latérale et de l'aire de la base. Ici, l'aire latérale, dans le cône de révolution, c'est pi rg. L'aire de la base, c'est pi r au carré. Donc, c'est pourquoi on a dit l'aire totale du cône de révolution vaut égal à pi r carré plus pi rg. Pi r carré, c'est l'aire du disque de base. R du disque, je n'ai pas dit R du cercle. R du disque, on dit R d'un disque, le périmètre d'un cercle. Donc, pi r carré, c'est l'aire du disque de base. Et pi rg, c'est l'aire latérale du cône de révolution. Donc la somme de ces deux aires donne l'aire totale. Et ici, en mettant, on va mettre pi r au carré, c'est pi r fois r. Et ici, dans pi rg, on a aussi pi r. Donc on va mettre pi r en facteur. Ça nous fait pi r. Ici, il restera r. Donc plus, ici, il reste g. Donc ça fait donc pi r facteur r plus g. Voilà donc l'aire latérale, l'aire totale plutôt du cône de révolution. Maintenant, grande de section. Section, ça veut dire si on coupe en langage mathématique. Si je veux utiliser le langage ordinaire, banal, le langage des enfants, on va dire si on coupe. Si on coupe un cône ou bien une pyramide par un plan qui est parallèle au plan de la base. C'est ce qu'on a fait ici. Ça veut dire que donc, ici, le plan A'B'C', c'est un plan. Ce plan, on a dit, dans la géométrie, on désigne les plans par 3 points non alignés. Donc c'est pourquoi on désigne ici par A'B'C'. Ben, le plan de A'B'C' et le plan de ABC sont parallèles. Mais ici, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe ici? Le plan de A'B'C' que j'ai choisi, A', il est entre S et A. De même que B', et de même que C'. De même que B' est entre S et B. Ici, ça veut dire que le plan par lequel on a coupé la pyramide, c'est un plan qui se trouve être compris entre le sommet de la pyramide et la base de la pyramide. Donc ça veut dire que ce qu'on va obtenir, c'est quoi? C'est une pyramide aussi. Hein? Pourquoi c'est une pyramide? Parce que A'B' est parallèle à AB. Et pourquoi vous m'allez me dire? Pourquoi? Parce que on sait que le plan de A'B'C' et le plan de ABC sont parallèles. Donc il n'y a aucune droite qui puisse être incluse dans le plan de A'B'C' et qui puisse être dans le plan de ABC en même temps. Il n'y en a pas. Parce que ces deux plans, les plans contenant ces droites sont parallèles. Donc ces deux droites ne peuvent avoir aucun point commun. D'accord, elles peuvent avoir aucun point commun, mais elles peuvent ne pas être parallèles. Mais pourquoi elles sont parallèles? C'est parce que aussi, elles appartiennent
toutes ces deux droites sont incluses au même plan. Quel est ce plan? C'est le plan SAB. La droite AB est dans le plan de SAB, formé par SAB. Et la droite A'B' aussi est dans le plan formé par SAB. Donc, elles n'ont aucun point commun et elles sont coplanaires, donc ça veut dire qu'elles sont parallèles. Ces deux droites n'ont aucun point commun et elles sont coplanaires, donc elles sont parallèles. De même, le même raisonnement pour B'C', la droite B'C' et la droite BC. On sait que le plan A'B'C' et le plan ABC sont parallèles. Donc il ne peut y avoir aucune droite qui soit dans le plan de A'B'C' et qui soit aussi dans le plan de ABC en même temps. Donc ça veut dire que ces deux droites B'C' et BC ne sont pas séquentes. Mais elles ne sont pas séquentes, d'accord? D'accord, ça ne veut pas dire qu'elles sont parallèles, mais il faut qu'elles soient coplanaires pour être parallèles. Mais la droite B'C' est incluse dans le plan SBC, le plan formé par les points non alignés SBC. Et de même, la droite B'C' est incluse dans ce même plan SBC. Elles sont coplanaires et elles n'ont aucun point commun, donc ça veut dire qu'elles sont parallèles. Mais donc, ce que je veux dire par là, donc, ça veut dire qu'ici aussi on a une pyramide qu'on va dire réduite. Réduite, ça veut dire plus petite que celle qu'on avait avant. Pourquoi elle est réduite? C'est parce que le plan A'B'C' est compris entre S et A. C'est tout. C'est pourquoi elle est réduite. Mais si le plan était par là, la pyramide qu'on aurait obtenue serait une pyramide plus grande. On aurait dit que ce serait un agrandissement de la pyramide SAB. Donc on peut avoir deux cas dans les sections. Soit on obtient une pyramide SA'B'C', qui est une pyramide réduite, plus petite que la première, donc réduite, réduire qui veut dire rendre plus petit. Ou bien on obtient une pyramide qui est plus grande. À ce moment, on parle d'agrandissement. Ben, et dans ce moment, le cas dont on va parler plus tard, c'est un coefficient. Ce sera le coefficient. Si c'est une réduction, on dira que c'est un coefficient de réduction. Si la pyramide qu'on a obtenue est plus grande, on dira que c'est un coefficient d'agrandissement. Mais les formules sont les mêmes. Comme les formules sont les mêmes, on va les réduire par un truc. On a dit donc que les plans de A'B'C' parallèles au plan de ABC. Donc, les droites A'B'B', on vient de dire pourquoi les droites A'B'B' et AB sont parallèles. Et les droites A'B'C' et AC aussi sont parallèles. Les droites de même aussi B'C' et BC sont parallèles. Maintenant, SAB est un triangle. Et on a A'B' qui est parallèle à AB. Avec A' appartient à la droite SA et B' appartient à la droite SB. Point. Donc, d'après le théorème de Thalès et sa conséquence dans le triangle, on a SA' sur SA égale SB' sur SD et la conséquence dit égale rapport des côtés de segments de support parallèle égale A'B' sur AB. Ce qu'on a écrit ici. Donc, SA' sur SA égale SB' sur SD égale A'B' sur AB. Et ça, on a dit que c'est petit cas. Bien. Et donc, le même raisonnement qu'on a fait avec SAB et SAB', on a dit SAH est un triangle. H qui est à hauteur du cône, de la pyramide. Et on a avec H' parallèle à H. Donc, d'après le théorème de Thalès et sa conséquence dans ce triangle, la conséquence du théorème de Thalès, c'est dans le triangle. SA' sur SA égale SH' sur HH, et d'après la conséquence, égale à A'H' sur AH. Bien, maintenant, or, on avait parlé de SA' sur SA avant. On a dit que c'est égal à petit k. Donc, SH' sur HH aussi, puisque c'est égal à SA' sur SA, c'est égal à petit k. D'où SH' égale k fois SH. Le même raisonnement qu'on fait avec le triangle SBC. SBC est un triangle avec B'C' parallèle à BC. D'après le théorème de Thalès et sa conséquence dans ce triangle, on a SB' sur SB égale SC' sur SC égale B'C', la conséquence B'C' sur BC. Or, on a parlé déjà de SB' sur SB avant. C'est SB' sur SB, on a dit que c'est égal à SA' sur SA. Or, SA' sur SA égale petit k. Donc, ce qui fait que SB' égale k fois SB. Ben, SA', on avait déjà dit que c'est k fois SA. Et SC' aussi, puisque c'est égal à SB' sur SB, SC' sur SC. Donc, SC' sur SC étant égal à petit k, SC' égale k fois SC. Finalement, tous ces raisonnements-là faits, ça nous permet de dire que si on fait le rapport des aires de deux nouvelles pyramides, le rapport de l'aire de la première pyramide sur l'aire de la pyramide initiale qu'on avait avant.
initiale qu'on avait avant. Le rapport des Z sera K au carré. Parce que ce serait H fois AB par exemple. H fois A', H' fois A', c'est l'air par exemple sur 2. C'est l'air de la base de la nouvelle pyramide. On dirait donc c'est K au carré, parce que H' c'est K fois H. A', c'est K fois AB. On aurait K au carré fois R de ABC. Donc le rapport des R, c'est K au carré. Donc R de. Le rapport des R, qu'elle soit l'aire latérale ou bien que ce soit l'aire de base, le rapport des R, une fois qu'on fait la réduction ou l'agrandissement, ce sera K au carré. La nouvelle R, l'aire réduite ou bien agrandie de l'agrandissement, R de A', B', C' sur R de ABC égale K au carré. R de SA', B' sur R de SAB égale à K au carré aussi. R de SB', C' sur R de SBC, c'est égal à K au carré aussi. R de SC'A' sur R de SCA, c'est égal aussi à K au carré. Et maintenant, le rapport des aires latérales aussi, c'est K au carré. Autrement dit, R de A', B', C' sur R de ABC, c'est égal à K au carré. Maintenant, on a dit que donc, dans ce cas, le volume de la nouvelle pyramide qu'on a, de la pyramide SA', B', C', c'est, si on applique la formule, c'est 1 tiers fois SH', qui est sa hauteur, fois l'aire de A', B', C'. Donc c'est 1 tiers fois, puisque SH' c'est K fois SH, on a remplacé donc SH' par K fois SH. R de ABC, A', B', C', c'est K au carré fois R de ABC, donc on a remplacé par K au carré fois R de ABC. Et comme la multiplication est associative, autrement dit, on peut regrouper les facteurs comme on veut. Vous l'avez vu depuis la 6e. Donc, ce qui fait qu'en regroupant les K, K fois K au carré, ça donne K au cube. Et SH fois R de ABC, ça donne R de la base de la pyramide initiale. Donc, ce qui fait que finalement, ce sera K au cube fois 1 tiers fois H fois R de ABC. Donc, c'est ça, c'est K au cube fois R de volume de ABC. K au cube fois volume de ABC. C'est pas 1 tiers, c'est K au cube fois volume de ABC. Parce que 1 tiers de là-bas, ça fait K au cube fois volume de ABC. Donc, le rapport de volume. Donc, quand on fait la réduction, la section, on obtient soit une réduction, une pyramide plus petite. Dans ce cas, on a une réduction. Dans ce cas, K est plus petit que 1. Quand on a une réduction, K est plus petit que 1. Quand on a un agrandissement, K est plus grand que 1 et supérieur à 1. Que ce soit une réduction ou un agrandissement, on a le rapport des R, l'aire nouvelle sur l'aire initiale est égal à K au carré. Le volume de la nouvelle pyramide sur le volume initial est égal à K au cube. Voilà donc ce qu'on peut dire. Même si on avait pris le cône de révolution, on a pu tirer au même résultat. Donc ça concerne donc la section de la pyramide ou du cône de révolution par un plan parallèle à la base. Donc, ce qu'il y a à retenir, c'est que si le plan par lequel on fait le plan de section est compris entre le sommet de la pyramide et la base de la pyramide, à ce moment, la pyramide qu'on obtient est une réduction, est plus petite que la pyramide qu'on avait avant. Si, par contre, le plan n'est pas compris entre le sommet de la pyramide qu'on avait et sa base, à ce moment, la nouvelle pyramide qu'on obtient est plus grande que celle qu'on avait avant. Puisqu'elle est plus grande, c'est à ce moment, pour cela qu'on dit en français, c'est un agrandissement. L'autre était plus petite. Celle qu'on obtient maintenant avec la section devient plus grande, donc c'est un agrandissement. La pyramide initiale donc était plus petite que celle qu'on obtient en fin de compte. Mais en tous les cas, le rapport des volumes, c'est, donc on a V, le rapport des volumes c'est K au cube, volume de la nouvelle pyramide ou bien du nouveau cône sur le volume du cône initial qu'on avait avant est égal à K au cube. L'aire de la pyramide qu'on a obtenue sur l'aire de la pyramide qu'on avait avant, c'est K au carré. Et le rapport des longueurs, ça on l'a déjà vu à l'aide du théorème de Thalès, que le rapport des longueurs c'est petit k. Mais maintenant, pour grand 4, le tronc. Tronc dans la vie courante, on rencontre tronc, comme tronc d'arbre, tronc de. énormément de choses. Ben, maintenant, le tronc ici, qu'est-ce qu'il fait ici en maths? Ben, c'est un mot qui a un sens en mathématiques. Son sens en mathématiques.
Mais donc, qu'est-ce qu'on entend petit 1? Tronc de pyramide. On nous dit 1.1, première partie du petit 1 dans la définition. On nous dit qu'on appelle tronc de pyramide la partie de la pyramide comprise entre les deux plans de section. Entre le plan de section de la pyramide et le plan de la pyramide initiale. D'accord? On sait que la pyramide, la base d'une pyramide, c'est un polygone. Donc, donc la partie de la pyramide qui est comprise entre le polygone de base, les deux polygones de base, c'est ça qu'on appelle tronc de pyramide. Donc, c'est la partie de la pyramide qui est comprise entre les deux plans de section, qu'on appelle tronc de pyramide. Ce tronc de pyramide, il a des faces latérales. Il a autant de faces latérales que la pyramide avant. Donc ici, toutes ces faces latérales, toutes les faces latérales du tronc de pyramide sont des trapèzes. Pourquoi? Parce qu'on avait vu avant, tout à l'heure, quand on calcule le volume, que A', B' parallèle à AB. A', B' parallèle à AB, et A', B' et AB n'ont pas la même longueur. Donc l'une c'est la petite base, l'autre c'est la grande base. C'est pourquoi on a dit, puisqu'on a deux côtés de support parallèles, mais qui n'ont pas la même longueur, donc c'est un trapèze. Donc toutes les faces latérales du tronc de pyramide sont des trapèzes. Et maintenant, le tronc de pyramide, il a deux bases. L'une c'est la base de la pyramide initiale, l'autre base c'est la base de la pyramide obtenue, qu'elle soit réduction ou bien agrandissement. Donc, le tronc de pyramide, il a deux bases. L'une c'est la base de la pyramide initiale, l'autre c'est la base de la pyramide de section. Maintenant, il a toutes ces faces latérales qui sont des trapèzes. Il a autant de faces latérales, le tronc de pyramide, que la pyramide qu'on avait avant. Si la pyramide qu'on avait avant avait 6 faces latérales, le tronc de pyramide aura donc 6 trapèzes qui vont constituer ces faces latérales. Maintenant, attention. Deuxième point de 1, remarque. Si la pyramide qu'on avait avant, la pyramide initiale est une pyramide régulière, à ce moment, le tronc de pyramide, toutes ces faces latérales, ce sont des trapèzes isocèles. Ce sont des trapèzes isocèles de base, dans les bases, sont les périmètres des deux sont des trapèzes isocèles plutôt. Donc toutes les faces latérales sont des trapèzes isocèles qui sont superposables. Donc si la pyramide initiale qu'on avait est une pyramide régulière, donc toutes les faces latérales du tronc de pyramide régulière sont des trapèzes isocèles qui sont superposables. Et les bases, bien entendu, ce sont deux polygones réguliers. D'accord? L'un c'est le polygone régulier de la pyramide initiale, l'autre base c'est le polygone régulier de la nouvelle pyramide, de la pyramide obtenue. Voilà pour ce qui est du tronc de pyramide. On va s'intéresser au calcul du volume du tronc après. 2. Maintenant, tronc de cône de révolution. On appelle tronc de cône de révolution, c'est la même définition. On appelle tronc de cône de révolution la partie du cône de révolution qui est comprise entre les deux disques de base. L'un des disques de base étant le disque du tronc de révolution initial, l'autre disque étant le disque du tronc de révolution obtenu avec la section. On dit donc un tronc de cône de révolution, attention, il n'a qu'une seule face latérale. Ce n'est pas comme le tronc de pyramide. Ici, il n'a qu'une seule face latérale. Et sa face latérale, c'est quoi? C'est un trapèze isocèle. C'est la seule face latérale qu'il a, le tronc de pyramide, le tronc de cône de révolution. Autant pour moi. Le tronc de cône de révolution, il n'a qu'une seule face latérale. C'est un trapèze dont les bases sont le périmètre de deux cercles de base. D'accord? Puisqu'un cône de révolution, sa base c'est un disque, la base, le périmètre du disque, le périmètre du cercle de base du premier tronc de révolution et le périmètre du cercle de base de la section obtenue constituent les deux bases du trapèze isocèle qui constituent la seule face latérale de notre cône de révolution. Maintenant, il a deux bases.
le tronc de cône, il a pour base les deux cercles. Le disque qui représentait la base du tronc de révolution initiale et le disque qui représente la base du cône de révolution obtenu. Donc il a deux bases, ils sont des disques. Le deux disques, c'est la base du cône de révolution initiale. L'autre disque, c'est la base du cône de révolution obtenu par section. Donc pour le tronc de cône, c'est trois faces. La face latérale qui est une pyramide, qui est un trapèze isocèle, la face latérale qui est un trapèze isocèle, et deux bases qui sont deux disques. L'un c'était le disque qui est la base du premier cône de révolution, l'autre c'est le disque qui est la base du cône de révolution obtenu. Maintenant, on va s'intéresser au calcul du volume de ces troncs de révolution. Donc pour ici, pour ce qui est du tronc toujours, maintenant on est en train de parler petit 3 du volume du tronc. On sait maintenant ce que c'est qu'un tronc de pyramide, on sait ce que c'est qu'un tronc de cône, d'après ce qu'on a écrit avant. Maintenant, le volume du tronc. Le volume du tronc, que ce soit au niveau de la pyramide ou que ce soit au niveau du cône, ça doit être la différence entre les volumes de la plus grande du plus grand des deux solides entre la section et le solide initial. Donc, comme ça doit être à une différence de volume, ça va être bien sûr un nombre positif à une différence de volume, ça dépend. Donc le volume, si le volume de la section, on sait que c'est K au cube fois volume initial, solide initial. Si maintenant c'est le volume de la section qui est supérieur, donc si on a affaire à un agrandissement, donc le volume de la section est supérieur au volume du solide initial qu'on avait. Dans ce cas, on a volume du tronc est égal à K au cube fois volume du solide initial, puisque le volume de la section, c'est lui qui vaut K au cube fois volume du solide initial, et il est plus grand. Donc, on va faire K au cube fois volume du solide initial moins, parce qu'on a parlé de différence, moins volume du solide initial. Ici, on voit qu'on peut mettre volume initial en facteur, parce que moins volume initial, c'est la même chose que moins 1, une fois volume initial. Donc, si on met volume initial en facteur, ici il restera K au cube, et ici il restera moins 1. Parce que 1 est un élément de neutre de la multiplication, ce sera donc moins 1 fois volume initial. Donc, c'est K au cube moins 1. Donc, volume du tronc, donc ce sera dans ce cas, K au cube moins 1 fois volume du solide initial. Dans le cas où le volume de la section est plus grand que le volume initial. Mais, si le volume initial se trouve être plus grand que le volume de la section, autrement dit, si le volume de la section dans ce cas est plus petit que le volume du solide initial qu'on avait, dans ce cas, le volume du tronc, ce sera le plus grand volume moins le plus petit volume. Le plus grand volume dans ce cas-là, c'est le volume du solide initial. Le plus petit, c'est le volume de la section. Le volume de la section, on a dit que dans tous les cas, c'est K au cube fois volume solide initial. Et ici aussi, si on met volume solide initial en facteur, ici, on peut mettre 1, c'est une fois, puisque 1 c'est l'élément neutre de la multiplication. Une fois volume solide initial, moins K au cube plutôt fois volume initial. Si on met donc volume initial en facteur, ce sera 1 moins K au cube fois volume solide initial. Mais cela veut dire quoi? Que dans tous les cas, le volume du tronc, c'est soit K au cube moins 1 fois volume du solide initial, c'est volume initial. Donc, et ces deux nombres sont opposés, K au cube moins 1 et 1 moins K au cube sont opposés. Donc dans ce cas, puisqu'on doit prendre, parmi ces deux nombres opposés, il n'y en a qu'un seul qu'on doit obtenir, et celui qu'on doit obtenir doit être positif. Mais pour être sûr d'avoir un nombre positif, et on a affaire à deux opposés, on prend la valeur absolue. Avec la valeur absolue, on est sûr d'avoir dans tous les cas le nombre positif. C'est pourquoi donc, dans tous les cas, on va avoir volume du tronc est égal à valeur absolue de 1 moins K au cube par volume solide initial. Bien, maintenant, toujours avec notre tronc, cette fois on s'intéresse à l'aire du tronc de cône de révolution. Bon, l'aire du tronc de pyramide, pourquoi on n'en a pas parlé ici? C'est parce que ça dépend. La pyramide, on ne sait pas quelle est la nature de la base, etc. Donc ça, ce n'est que lorsqu'on a une pyramide qu'on prouvera
concrètement en face de nous qu'on pourra calculer l'aire du tronc de pyramide. Il n'y a pas de formule. La formule, c'est seulement pour dire que l'aire du tronc de cône, c'est la somme des aires des deux bases. Donc, R de l'une des bases, plus K au carré l'aire de cette base, plus maintenant l'aire latérale, qui est la somme des aires de chacun des trapèzes. Mais par contre, pour le cône de révolution, son tronc, son aire a des intérêts. On a dit, si R du tronc est supérieur, si R plutôt de la section, excusez-moi, est supérieur à l'aire du cône initial, alors à ce moment, l'aire latérale du tronc de cône, c'est égal à la différence des deux aires. Donc l'aire la plus grande moins l'aire la plus petite. Comme c'est l'aire de la section qui est plus grande, donc son aire c'est K au carré pi RG. On parle de l'aire latérale ici. K au carré pi RG. Parce que l'aire latérale du cône de révolution c'est pi RG. Maintenant, comme le rapport des aires est de K au carré, donc la nouvelle aire devient K au carré pi RG. Moins l'aire qu'on avait avant qui est pi RG. En mettant un facteur pi RG, ça nous fait K au carré moins 1, parce que moins pi RG c'est moins 1 fois pi RG. Donc si on met pi RG en facteur, ça aura K au carré qui restera ici, moins 1. Donc K au carré moins 1 fois pi RG. Maintenant, si c'est par contre l'aire de la section qui est plus petite que l'aire du cône initial, l'aire du cône initial, donc à ce moment, toujours différence des aires, l'aire la plus grande moins l'aire la plus petite. Donc là, l'aire la plus grande, c'est pi RG, moins maintenant l'aire de la section. L'aire de la section, c'est K au carré, l'aire de la section, c'est K au carré fois pi RG. Donc en mettant pi RG en facteur, pi RG, ici c'est une fois pi RG, n'oublions pas, x c'est une fois x, pi RG c'est une fois pi RG. Comment on met pi RG en facteur? Il ne faut pas enlever pi RG et dire que c'est 0 qu'il y aura ici, non? C'est une fois pi RG moins K au carré pi RG. Donc on met pi RG en facteur, ça nous fait 1 moins K au carré fois pi RG. Mais en tous les cas, ce qu'on voit, c'est que l'aire latérale du tronc de cône de révolution, c'est soit K au carré moins 1 pi RG ou bien 1 moins K au carré pi RG. Mais ce qu'on constate, c'est que ces deux nombres sont opposés. Parce que K au carré moins 1 moins K au carré sont deux nombres opposés. A moins B, B moins A sont opposés. Donc pour être sûr d'avoir, on a deux nombres opposés en tous les cas. Pour être sûr d'avoir le nombre positif, parce qu'on calcule des aires, et des aires c'est des nombres positifs, ben on va prendre la valeur absolue. Parce que si on prend la valeur absolue, on saura qu'on aura forcément un nombre positif et ce sera cela l'aire latérale du cône. Donc on a dit, donc dans tous les cas, aire latérale du tronc de cône est égale à valeur absolue de 1 moins K au carré à pi RG. Et donc l'aire totale du tronc, puisque le tronc il a deux bases, que sont les deux disques, et donc ce sera l'aire pi RG qui est l'aire latérale plus K au carré fois pi RG. L'aire latérale du tronc, attention ici, il y avait une coquille qui avait fait qu'on avait écrit pi RG, c'est pi r carré, l'aire du disque, de l'autre disque, de rayon R. Donc c'est pi r carré, son aire. Maintenant, l'autre base, c'est l'agrandissement ou la réduction, selon. Mais ce sera toujours K au carré fois pi RG, l'aire du disque initial. Plus maintenant, l'aire latérale. L'aire latérale, on l'avait écrit ici, c'est valeur absolue de 1 moins K au carré fois pi RG. Bien sûr, on peut mettre pi RG en facteur, pi R plutôt en facteur, bon, peu importe, mais c'est cela, finalement, l'aire latérale du tronc. Ben, très prochainement, on fera un exercice d'application là-dessus, parce que ici, dans l'exercice d'application, il y aura beaucoup d'exercices, parce qu'il y aura des exercices. On va calculer des aires, des volumes, faire des troncs, calculer des volumes de tronc, des aires latérales de tronc et des aires de tronc, et ensuite faire des patrons. Les patrons, on l'a dit depuis la 6e, la 5e, les patrons étant la représentation dans un même plan de toutes les faces de la pyramide, que ce soit les faces latérales, que ce soit la base, ou bien de toutes les faces du cône dans un même plan, ou de toutes les faces du tronc. Donc on aura tous ces exercices-là à faire dans la prochaine présentation. Ben, j'espère que vous retiendrez bien la leçon et que vous en profiterez énormément. Au revoir et merci.